Bonjour tout le monde, merci d'être là. Ça me fait plaisir de présenter le dernier séminaire dans cette série de séminaires sur les papiers fondateurs de la mécanique quantique. Donc, vous êtes pour la plupart venus toutes les semaines. Donc, c'est moi qui vais avoir l'honneur de terminer cette série ici. Puis, ce que je veux parler aujourd'hui, donc on a vu par mes collègues, donc par David, Claude, Lucas et Martin, les papiers fondateurs sur la physique elle-même, mais toutes ces questions de la mécanique quantique ont aussi amené une révolution sur comment on pensait à la nature du monde et tout. Donc moi, c'est ce que je veux aborder un peu aujourd'hui. Donc d'où vient l'interprétation de Copenhague, comment c'est venu, comment elle est sortie. Parler du papier EPR qui en fait est représenté par le débat entre Bohr et Einstein sur comment on devait comprendre la mécanique quantique. Puis d'où vient le chat de Schrödinger. Je me suis un peu amusé à demander à l'AI de générer des figures, là, donc il faut des choses qui n'ont pas trop rapport. Je me suis un peu amusé. Je ne sais pas qu'est-ce que les LED vont dire. J'ai demandé juste une image sur moi, le chat de Schrödinger. C'est ça qui m'a sorti. Donc, voilà, on y va. Donc, peut-être remettre aussi dans le contexte. Ici, avant la mécanique quantique, une vision du monde qui était quand même populaire, c'est de dire qu'on présuppose que le monde existe, ce qui semble pas trop controversé, mais on va voir que ça va venir plus compliqué après, où on a par exemple des particules qui ont une vitesse une position. Puis après, on construit des modèles sur comment ces objets-là mathématiques se comportent. Puis le modèle est un peu en fait une glue qui relie pour moi la position et vitesse à un certain moment à la vitesse, position à un moment plus tard. Puis dans cette vision-là, l'expérimentateur ou l'observateur n'est pas là, est indépendant. C'est sûr que si on fait des mesures, il faut prendre en compte comment euh, dispositifs de mesure agissent sur ce qu'on fait, mais il y a une réalité qui existe indépendamment de tout ça. Et ça, c'était la vision un peu dominante jusqu'à l'avènement de la mécanique quantique. Donc, c'est sûr que la mécanique statistique, la physique statistique qui est venue, donc il y avait l'ajout de statistique, d'incertitude là-dessus, mais globalement, c'était ça la vision. Donc, ici, je peux revenir les développements qui ont été présentés. Donc, David a commencé par nous présenter un peu les premières versions de la théorie des quanta avec la loi de Planck en 1900, l'effet photoélectrique par Einstein après 1905. Rutherford qui présente la diffusion par noyau 1911, Bohr qui nous présente l'idée de quantification des niveaux énergétiques pour un atome. Sommerfeld qui sort son bouquin sur la structure atomique et arrêt spectral. Puis 1924, on commence à se rapprocher vraiment de la mécanique quantique avec Pauli qui introduit le spin, puis la thèse de Broglie. Ensuite, tout se précipite. Donc, David, notre deuxième séminaire, nous a parlé de la mécanique des matrices, les idées introduites par Heisenberg en 1925. Donc, Heisenberg, puis Born et Jordan. Ensuite, on a eu Lucas et Martin qui nous ont présenté l'autre vision de la mécanique quantique avec la fonction d'onde, qui sont deux visions équivalentes mais différentes. Puis, un peu après, Dirac, Claude qui nous a présenté comment réconcilier avec la mécanique relativiste. Donc, Dirac qui a introduit ça. Donc, la partie ici, Dirac relativiste, est un peu orthogonale à ce qu'on va discuter aujourd'hui. Ouais, voilà. Puis, un des personnages principaux de la présentation aujourd'hui, ça va être Bohr. Bohr qui a vraiment mené le débat philosophique sur comment interpréter. En fait, il y en a qui étaient contre, il y en a qui étaient pour, mais le débat tournait un peu autour de lui. Et parce que Bohr s'est vraiment beaucoup intéressé à la philosophie. Donc, je vais parler un peu de sa vie. David nous a déjà parlé un petit peu, mais je vais revenir puis donner quelques fun facts sur sa vie que vous pourrez sortir par la suite. Donc, Bohr, né à Copenhague, son père était médecin, professeur à l'Université de Copenhague, même recteur pendant un moment, je pense. Puis très jeune, il était intéressé par la philosophie. Apparemment, une des histoires qu'il aimait raconter, c'est qu'il se promenait, il avait 3 ans, il se promenait avec son père au parc, puis son père lui montrait les choses qu'il y avait au parc. Entre autres, il pointait un arbre, puis il dit, ben, si tu prends un tronc, des feuilles, des branches, tu le mets ensemble, ça fait un arbre.
Et apparemment, Bohr de répondre de ses 3 ans, non, mais non, papa, si toutes ces choses-là sont indépendantes, ça ne fait pas un arbre, il faut qu'il y ait tout ça ensemble pour faire un arbre. Donc, c'est une histoire apparemment qu'il avait racontée pour montrer que très, très jeune, il était intéressé par la philosophie, comprendre le monde autour de lui. Apparemment, c'était aussi un athlète exceptionnel qui faisait tour de ski, vélo, voile. Bon, j'ai vu qu'il faisait du woodcutting, qui était bûcheron. Je ne sais pas exactement c'est quoi ce sport-là, mais apparemment, il était aussi imbattable au ping-pong. C'était aussi un grand joueur de football, donc il a joué pour le club de Copenhague. Son frère ici, donc ici, on le voit avec son petit frère Harald, qui a continué à faire des études de mathématiques plus tard. Harald qui est allé jouer au foot pour les Jeux olympiques de Londres en 1908, qui a représenté l'équipe danoise. Donc, les deux jouaient beaucoup au soccer. On va voir dans quelques minutes que ça revient important. Par contre, donc, Bohr, très jeune, je pense que ses parents voient qu'il a un certain talent pour les mathématiques, l'académique, mais Bohr a aussi des difficultés à écrire. Donc, il a un peu ce que j'interpréterais comme le syndrome de la page blanche. C'est très difficile pour lui de transcrire son idée sur papier. Et même, c'est même sa mère qui va transcrire beaucoup de ses devoirs quand il était jeune parce qu'il n'arrivait juste pas à écrire. Donc, c'est quelque chose qui va revenir par la suite. Il y a beaucoup de monde qui va avoir de la difficulté à interpréter et à comprendre ce que Bohr a écrit tout au long de sa vie. Donc, ça s'est révélé même très jeune. Bohr, initialement, étudie les mathématiques, donc il est allé étudier, puis il y avait cette idée apparemment de relier philosophie et mathématiques. Il s'intéressait aux fonctions multivaluées, puis les surfaces de Riemann. Puis apparemment, il y avait l'idée d'essayer de relier le concept de fonction multivaluée avec des concepts philosophiques ou des mots qui seraient ambigus, par exemple le mot moi. Qu'on peut donner plusieurs sens en philosophie. Il se disait que peut-être il y aurait moyen de mettre ça sur des bases plus solides mathématiques en reliant ça à la théorie de Riemann. Bon. Finalement, après, il décide d'aller vers des trucs un peu plus pratiques. Il va faire la physique. Puis, à 19 ans, il relève un défi de l'Académie danoise des sciences. Donc, apparemment, dans ce temps-là, à chaque année, l'Académie des sciences donnait un défi que les jeunes pouvaient relever et qui avaient 2 ans pour faire les expériences et remettre un rapport là-dessus. Et donc, en 1905, l'Académie donne un problème qui a été suggéré par Lord Rayleigh sur déterminer la tension de surface des liquides. Puis dire, est-ce qu'on peut déterminer la surface de tension des liquides à partir des tresses quand vous avez un jet d'eau, par exemple, si vous avez une hausse dans votre jardin, quand vous envoyez l'eau, il y a comme des tresses, ça se mixe un peu. Donc, est-ce qu'il pouvait déterminer la tension de surface à partir du nombre en comptant ce nombre de tresses? Donc, Bohr relève le défi. Puis apparemment, il se met extrêmement dans les expériences. Il aimait beaucoup ça. Apparemment, il pouvait passer des heures à prendre des tubes en verre pour les passer sous la flamme pour faire des tubes en verre de différentes longueurs, de différentes grosseurs, différentes embouchures. Tellement qu'il procrastine, il n'écrit pas son rapport du tout. Donc, à un moment donné, son père il décide de l'envoyer dans la maison de campagne pour dire, bon, on t'envoie loin du laboratoire, comme ça, tu ne peux pas faire perdre ton temps à faire d'autres mesures, c'est le temps d'écrire. Et là, c'est fait un rush pour essayer de remettre le rapport à la dernière minute. Et Bohr remet un rapport d'une centaine de pages, un gros pavé, la date limite du rapport. En fait, il n'avait pas tout à fait fini. 3 jours plus tard, il remet une petite annexe de 10 pages ou 11 pages. Puis je pense encore une fois, c'est sa mère qui avait écrit partie du rapport dessus. Mais bon, clairement, c'est de l'excellent travail. L'Académie des sciences lui remet la médaille d'or. Puis, en fait, c'est publié un peu plus tard dans un journal. Le journal ne savait même pas adresse Bohr à son titre supposé. Donc, il l'appelle par professeur. Puis, il doit leur répondre en disant que non, il n'était pas prof. C'était juste un étudiant. Donc, clairement, ça montre le talent de Bohr. Mais après, bon, tout ça, il décide d'aller plus vers la physique théorique, donc devenir plus théoricien. Il fait sa dissertation de maîtrise, puis son doctorat à Copenhague. Durant son doctorat, il écrit à Harald, son petit frère, qui a passé 4 mois à travailler sur un petit problème bidon avec des électrons. Puis il a juste réussi à faire 14 drafts de son manuscrit. Donc ça montre ouais,
que des fois, on travaille sur des problèmes qui n'ont pas l'air si intéressants, mais dans ce cas-ci, ça s'est révélé être influencé massivement la physique. Bon, après, il se rend à Cambridge, puis à Manchester sous Rutherford. Donc, quand il était à Cambridge, apparemment, il travaille avec Thomson, puis initialement, c'est bien passé, mais Thomson n'était pas intéressé par les idées de Bohr, puis Bohr travaillait sur un problème que Thomson lui avait signé, mais ça ne le passionnait pas plus qu'il faut, jusqu'à l'arrivée de Rutherford à Cambridge. Puis tout de suite, ils ont eu tout de suite la connexion. Même c'était surprenant pour quelques collègues de Rutherford qui ont demandé à Rutherford, ben, d'habitude, tu ne t'intéresses pas trop, tu ne discutes pas trop avec les théoriciens. Puis Rutherford de répondre, oui, mais Bohr, c'est pas pareil, c'est un joueur de soccer. Donc, voilà, des fois, ça en tient à des choses intéressantes. Donc, après, il va étudier sous Rutherford avec les développements dont David nous a parlé. Je ne reviendrai pas sur tout ce que Bohr a fait là-dessus. Donc, ici, quelques citations. C'est bien apprécié par Einstein. On va voir qu'Einstein va être très opposé aux idées de Bohr par la suite. Mais au moins, initialement, je n'ai pas vu si ce sentiment-là est resté par la suite. Mais au moins, initialement, les deux s'entendaient bien. Puis après, ici, des commentaires de Heisenberg et Schrödinger pour dire que Bohr, bon, c'est un physicien hors pair, mais qui s'intéressait énormément à la philosophie, puis comprendre toutes ces idées-là par la suite. Puis ici, on voit une photo en 1911, je pense, avec sa femme. Je pense que la photo est titrée On the Threshold of Greatness. Je pense que bien nommé juste avant toutes ces découvertes. OK, donc c'est Bohr qui va développer ses idées. Peut-être un papier dont on n'a pas trop parlé, où je vais mentionner juste en passant, mais ça va revenir, c'est le fameux principe d'incertitude d'Heisenberg. Donc, Heisenberg, en 1924, va étudier ou va travailler avec Bohr à l'Université de Copenhague et sort son fameux papier sur le principe d'incertitude. Puis, Heisenberg, il y a comme 3 versions du principe d'incertitude qui sont déjà présentes dans le papier ici, que je n'ai pas lu parce que c'est en allemand et je ne parle pas l'allemand. Mais il y a 3 concepts, d'après ce que j'ai compris, qui sont déjà ici, qui sont différents moyens de parler du principe d'incertitude. Le premier, c'est qu'il est impossible de préparer un état pour lequel la position et l'impulsion sont simultanément localisées. Un peu différent, on peut dire qu'il est impossible de mesurer la position et l'impulsion en même temps d'une particule. Puis finalement, un peu c'est les fondements de la fonction d'onde ou l'update de la fonction d'onde, que si on mesure l'impulsion, il faut mettre à jour la fonction d'onde pour la position et vice-versa. Donc, on parlera peut-être moins du dernier point, mais c'est sur ce jeu entre les 2 premiers points qu'après, ça va se jouer. Donc, ce papier-là est vraiment tout de suite accepté comme très, très important. C'est une citation de Wigner dans une entrevue quelques années plus tard qui a vraiment aimé le papier et dit non, ça y est, tout est réglé, on peut aller se coucher, le problème est résolu. Et donc, Heisenberg réfléchissait aux idées justement d'incertitude des deux, mais avec des résultats pratiques, avec une équation qui est très, très utile. Puis, donc, Bohr, en même temps, travaillait sur son concept de complémentarité, qui est un peu la pierre angulaire, en tout cas, de sa compréhension, qui va plus tard devenir l'interprétation de Copenhague. Et c'est à la conférence Volta, en l'honneur d'Alessandro Volta, pour l'unité du volt, organisée en Italie. Donc, c'est rendu la tradition dans les séminaires de mettre la carte. Donc, j'ai mis la carte avec le lac Como en haut, puis avec Milan-Tirano. Donc, c'est à nord de l'Italie. Donc, c'est une conférence organisée par Mussolini. Einstein avait des convictions politiques assez fortes. Einstein refuse de participer. Entre autres, il y avait une réception organisée par Mussolini à Rome au début ou à la fin de la conférence. Je ne me souviens plus. Mais c'est la première introduction du concept de complémentarité par Bohr. Puis il y avait quand même la plupart des physiciens connus de l'époque. Donc, je ne pense pas que je peux tous vous les dire, mais on voit Lorentz au premier plan avec, je ne sais pas combien je suis capable d'en nommer, mais
les gens aiment beaucoup, les physiciens aiment beaucoup son séminaire, puis il est invité à donner le même séminaire au fameux congrès Solvay de 1927, avec la photo que la plupart d'entre nous connaissent. Et Bohr donne le même séminaire, introduit la même idée, et cette fois-ci, vraiment tous les personnages importants du développement de la mécanique quantique sont là. Puis bon, il y a beaucoup de questions qui sont discutées dans ce congrès. Une des questions qui nous intéresse ici ou qui est discutée, c'est est-ce que la mécanique quantique est complète? Est-ce qu'il y a quelque chose derrière? Puis ce qui chicotait plusieurs, entre autres Einstein, c'est est-ce que on peut avoir une particule avec une position, une impulsion bien définie, un réalisme où ces quantités existent derrière. Puis c'est autour de ça que une des discussions va tourner. Et donc, ici, ce que je veux faire, c'est essayer d'amener l'idée originale du concept de complémentarité, comment Bohr lui-même comprenait la mécanique quantique et comment Einstein, plus tard, va se mettre en opposition par rapport à ce principe. Un des principes importants pour comprendre ça, c'est le principe de correspondance. Donc, pas d'entre nous, je pense, on connaît le principe de correspondance qui est introduit par Bohr lui-même, disant que, bon, dans la limite de haut nombre quantique, on devrait retrouver la théorie classique. Ce qui a du sens, notre expérience du monde est classique, donc, dans une certaine limite, on devrait retrouver cette expérience du monde. Donc, ce principe, en fait, au début, c'était un principe important dans la recherche d'une théorie pour expliquer les atomes, parce qu'il fallait retrouver la mécanique quantique, la mécanique classique dans une certaine limite. Mais Bohr, en réfléchissant de plus en plus à ce concept-là, ça va être plus qu'un principe de construction de théorie. C'est vraiment des principes fondamentaux qui permettraient d'interpréter la mécanique quantique. Donc, aussi, là, je peux mettre un petit caveat. Donc, à chaque fois que j'ai lu des trucs sur Bohr, tout le monde commence par préfacer « Ouais, c'est pas exactement clair qu'est-ce que Bohr voulait dire. Il semble aussi changer d'avis de publication en publication. Donc, je vais vous donner mon interprétation, en tout cas ce que j'en comprends. Ça vaut ce que ça vaut. Mais ce qui est clair, c'est que Bohr répétait souvent que le principe de correspondance est un principe fondamental pour interpréter la mécanique quantique. Et mon idée est la suivante, c'est que si vous faites des expériences en labo, on mesure des voltmètres ou on a une image sur une feuille où on a différentes choses. Tout ça, c'est des résultats classiques. Et quand on parle de résultats de mesure, on parle de résultats classiques. Et donc, peu importe comment vous essayez de faire vos expériences, au final, ce qui va vous ressortir, c'est un résultat classique. Et donc, c'est comme ça qu'on devrait interpréter la mécanique quantique. La mécanique quantique devrait être une généralisation de la mécanique classique. Puis pour comprendre les résultats, il faut passer du quantique au classique par le principe de correspondance à quelque part. Et ouais. Donc ici, Bohr, en fait, part un peu d'une interprétation réaliste du monde où il dit que, en fait, le but de la physique, c'est pas de trouver comment la nature est. Le but de la physique, c'est de parler qu'est-ce qu'on peut dire à propos de la nature. Donc, prédire des résultats de mesure. Donc, pour Bohr, rapidement, la fonction d'onde va être plus un outil symbolique qui ne représente pas physiquement qu'est-ce qui se passe. C'est un outil de calcul symbolique qui nous permet de prédire les résultats de calcul. Puis ça nous permet de prédire les résultats de calcul une fois qu'on passe à la limite classique. Donc, pour Bohr, c'était un principe fondamental. Ce qui mène au principe de complémentarité. Donc après, on peut essayer d'interpréter comment on peut avoir position et impulsion. On ne peut pas avoir position et impulsion en même temps. Bohr dit, ben ça, c'est pas tant grave parce qu'au final, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut interpréter des résultats de mesure. Et si on fait une mesure où on a un électron qui est plus onde, une mesure où l'électron est plus particule, en fait, ça, c'est deux setups, deux dispositifs expérimentaux complètement différents. Et donc, on ne peut pas les traiter sur le même pied d'égalité. Quand vous faites la limite au classique, on peut appliquer le principe de correspondance. Il faut l'appliquer de manière différente parce qu'il y a deux appareils de mesure différents. Puis là, il parle d'une chose un peu bizarre, d'une interaction incontrôlée avec la particule qui fait que la particule révèle plus son côté onde ou particule si on révèle plus sa position et impulsion. Et donc, ça amène au concept de variable complémentaire où, dépendamment de votre mesure, soit vous avez un, soit vous l'avez l'autre.
Puis de toute façon, le principe d'incertitude nous dit qu'on ne peut pas mesurer les deux en même temps. Et donc, ça ne sert à rien de dire si les deux ont une réalité en ce moment. De toute façon, on ne peut pas faire les deux choses en même temps. Ce qui est un peu comme essayer de discuter. Pour Bohr, c'est un peu comme discuter comment le Père Noël fait pour descendre par la cheminée. On peut en discuter pendant longtemps, mais ça ne se peut pas vraiment au final. Bon, ça, c'est mon exemple personnel. Bohr ne parle pas du Père Noël. Voilà, donc ça, c'est le principe de complémentarité qui, pour Bohr, permet d'interpréter la mécanique quantique. Et c'est de ce concept que va sortir finalement l'interprétation de Copenhague. Copenhague parce que Bohr et Heisenberg qui travaillaient là-dessus étaient à Copenhague. En été que le terme interprétation de Copenhague n'est pas sorti avant les années 50, donc ça prend un certain temps avant que les gens appellent cette interprétation. Puis, en fait, personne n'est vraiment d'accord sur c'est quoi exactement l'interprétation de Copenhague. Apparemment, chacun des physiciens du temps, Pauli, Dirac, avait toute une version un peu différente où il y avait des petites différences dans les détails de l'interprétation de Copenhague. Et bon, il y a des choses qui reviennent souvent, c'est cette interprétation complémentaire des variables conjuguées par Bohr et ce principe de correspondance. Et voit qu'aussi, avec le temps, on a perdu cette notion du principe de correspondance, ou en tout cas, pour moi, je le voyais juste comme la première version, où c'est la limite au classique au nombre quantique. Puis peut-être quelque chose qui, donc c'est pas Bohr qui dit ça, mais quelque chose que j'ai vu pour moi qui illustre bien ça, c'est que une mesure non réalisée n'a pas de résultat. Donc quand vous avez un système quantique, vous ne pouvez pas parler d'un résultat de calcul, une mesure de position, par exemple, tant que vous n'avez pas fait une mesure de position, puis c'est plus un outil symbolique. Donc après, il y a plusieurs réactions au principe de complémentarité. Il y en a qui sont en faveur, donc Rosenfeld qui est un grand admirateur de Bohr, Pauli qui va jusqu'à dire apparemment la mécanique quantique, c'est la théorie de la complémentarité. Il y en a qui sont en désaccord, fameusement Einstein. On y revient dans le reste de la présentation. D'autres physiciens qui, en fait, s'en soucient pas trop. Wigner qui dit, bon, ben, au contraire du principe d'incertitude d'Heisenberg qu'on peut utiliser pour faire des choses ici, il n'y a pas de nouvelle formule. Le principe de Bohr ne va pas faire changer la manière dont on fait les choses. Dirac qui n'aimait pas tant non plus. Puis finalement, ici, tous ne s'accordent pas sur les détails du principe. Puis même Bohr dit lui-même que personne ne peut prétendre comprendre ce qu'on veut dire par une description complémentaire. Ce qui est quand même drôle de dire ça quand c'est toi-même qui as introduit cette description. Il faut dire aussi que, bon, Bohr était quelqu'un qui était très critique envers lui-même, qui allait toujours au bout de sa pensée. Et donc, je pense que c'est un des exemples aussi pourquoi il est critique. Deuxièmement, ben, il y avait de la misère à transcrire ses idées sur papier. Donc, une fois qu'il avait transcrit après, il y avait ça. Puis, c'est aussi fameusement un problème difficile. Et Bohr était un de ceux qui s'attaquaient le plus à ce problème. Donc, aussi, je pense qu'il ne faut pas trop lui en mettre sur le dos. Voilà, donc c'est un peu ce que je voulais finir. Donc, cette interprétation, à partir de là, les gens vont surtout se rallier à cette interprétation de Copenhague avec certains qui n'étaient pas d'accord. Entre autres, Einstein, qui va tout de suite, dès le congrès Solvay, s'opposer à ce concept de complémentarité et qui va des arguments qui vont culminer dans le fameux papier EPR pour Einstein, Podolsky et Rosen. Donc, je ne présente plus trop Einstein, mais peut-être parler de Boris Podolsky, Nathan Rosen. Donc, Podolsky, initialement né en Russie, va émigrer aux États-Unis assez tôt. Fun fact, il va commencer un manuel d'électromagnétisme avec Landau qui ne va pas finir. Ça va être Lifshitz qui va le finir avec Landau. Puis, il va aller ensuite, un peu après le papier EPR, aller professeur à Cincinnati. Nathan Rosen, un juif de Brooklyn, qui va être l'assistant d'Einstein, puis qui finalement va atterrir en Israël après la guerre, qui est aussi connu pour les ponts d'Einstein-Rosen Bridge dans les relativités générales avec les trous de verre. Donc, voilà.
Donc, ici, le papier EPR va être en 1935, donc 8 ans après le congrès Solvay, quand même bien après. Mais dès 1927, Einstein est contre le principe de complémentarité et a déjà des ingrédients de l'argument qu'il va donner dans le papier EPR. L'idée d'Einstein, en fait, c'est peut-être pas clair dans ce que Einstein dit, mais ça met la localité contre la mécanique quantique. Puis, il donne ici une des objections qu'il y avait en 1927, c'est de dire, ben, on prend une expérience simple d'un électron qui va vers une fente. S'il y a une fonction d'onde qui est délocalisée ici, une fois que l'électron arrive sur la première fente, ben, comment est-ce que les différentes parties du film aussi et de la fente savent que l'électron est là et en même temps? Donc, quand il y a l'effondrement de la fonction d'onde, il y a quelque chose d'immédiat et non local qui se passe. Mais bon, il ne va pas publier ces arguments-là. Puis il faut attendre 1935 pour avoir une nouvelle version de ces arguments. Donc, ce qui va mener au fameux papier EPR, qui n'est pas rédigé par Einstein. Donc, la petite histoire, c'est Podolsky qui va écrire le papier suite à des discussions avec Einstein. Einstein ne va même pas le lire et Podolsky va publier. Puis en fait, il ne sera pas du tout content de la manière que ça va être tourné. Il va dire que c'est beaucoup trop formel, beaucoup trop de mathématiques. Puis il y a beaucoup de gens qui vont attaquer le papier sur des détails plus techniques. Donc, voilà, peut-être la conclusion. Lisez les papiers si votre nom est dessus. Puis c'est un papier qui est plus de philosophie ou d'interprétation, mais c'est un papier qui a été qui a influencé beaucoup la physique dernièrement. Donc, si j'ai sorti le réseau de citations, où en milieu, on a le papier d'Einstein en 1935, c'est un des premiers papiers classiques de l'APS. Donc, jusqu'ici, on a vu beaucoup de papiers publiés dans des revues européennes ou surtout allemandes. Ici, c'est un papier américain dans l'APS et qui a influencé beaucoup de choses. Donc, un papier avec, je pense, 13 000 citations quand j'ai regardé. On a les inégalités de Bell qui ont été très importantes. La réponse de Bohr au papier, qu'on va parler un peu plus tard. Il y a les papiers de Schrödinger pour mettre un peu la table sur l'interprétation de Copenhague. On va reparler un peu tout à l'heure. Ça, c'est le papier du chat. La cryptographie quantique et la téléportation quantique. Donc, c'est un papier qui réfléchit à ces idées-là. C'est ça qui a mené aussi à la communication quantique et plusieurs idées en calcul quantique. Donc, c'est un papier qui a eu extrêmement d'influence. Et donc, le papier commence par nous donner un critère de réalité. Donc, il donne un critère pour dire si quelque chose est réel ou non. Donc là, je ne me suis pas risqué à le traduire parce que, bon, ici, il faut être assez précis. Mais donc, l'objection d'Einstein au principe de complémentarité, Einstein n'aimait pas le fait qu'on n'a pas des valeurs prédéterminées, qu'une particule ne puisse pas exister avec une position et une impulsion bien définies. Donc, ces réalismes-là qu'on abandonnait avec le point de vue complémentaire qu'Einstein n'aimait pas du tout. Donc, il commence par donner ce principe de réalité. On dit qu'une valeur est un élément de réalité si, indépendamment d'un observateur, on peut prédire exactement la valeur de cette... on peut prédire cette valeur exactement. Donc, essayer d'éliminer l'observateur du système. Mais bon, il y a eu le principe d'incertitude d'Eisenberg qui montrait qu'on ne pouvait pas avoir position et impulsion en même temps. C'était borné sous le dessous par la constante de Planck. Donc, à partir de ce critère et du principe d'incertitude, en fait, on a deux options. Soit la mécanique quantique n'est pas complète, il y a quelque chose derrière. En langage plus moderne, on dirait qu'il y a une théorie à variables, la mécanique quantique, où on pourrait faire une théorie à variables cachées. Il y a des variables cachées derrière la mécanique quantique qu'on pourrait rajouter pour rendre une particule réelle. Ou alors, la position et l'impulsion ne peuvent pas être des éléments de réalité simultanés, ce qui découle immédiatement du principe d'incertitude. Mais dans le papier, ils disent, bon, OK, ça, c'est peut-être pas si grave parce que le principe d'incertitude nous dit aussi qu'on ne peut pas mesurer en même temps les deux. Donc, le fait que les deux ne soient pas réels en même temps, c'est pas si grave si on ne peut pas mesurer pour une particule. Donc, ça, c'est la première chose que le papier EPR fait. Ensuite, il parle, donc il n'en parle pas d'intrication, mais deux particules de fonction d'onde conjointe.
C'est Schrödinger par la suite qui va introduire le terme intrication. Et donc, il donne cette fonction d'onde à deux particules. Donc, la meilleure image, pas une image parfaite, là, mais où on a deux particules d'impulsion opposées et qu'on peut représenter dans la représentation de position ou celle d'impulsion. Donc, Pierre nous donne juste en haut. Moi, j'ai transcrit peut-être en notation pour que ça soit plus facile. À partir de là, on dit ben, un observateur va venir faire une mesure de la première particule. S'il fait une mesure de particules dans la base de position, ben, on voit tout de suite qu'il va avoir qu'un premier observateur mesure le premier électron dans la base à la position XM. Ben, par effondrement, le deuxième électron va se trouver à la position XM plus X0. À l'inverse, si on fait une mesure de l'impulsion du premier électron, l'autre électron va se retrouver dans l'impulsion opposée. Entre autres, ici, on voit que si le premier observateur mesure l'impulsion, le deuxième électron va avoir une impulsion bien déterminée et alors la position va être un élément de réalité selon le critère de PR. À l'inverse, si on fait une mesure de l'impulsion, c'est l'impulsion qui va être un élément de réalité pour le deuxième électron. Ben voilà. Donc, dépendamment de la mesure du premier électron, le deuxième électron va avoir soit la position ou l'impulsion qui va être un élément de réalité. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On a montré au tout départ que par le principe d'incertitude, les deux ne peuvent pas être réels. Mais si... donc ça, c'est la première chose qu'on a montré. Mais ce qu'ils viennent de montrer, c'est que si la mécanique quantique est incomplète, Q et P et la position et le momentum doivent être réels simultanément. Ils ne peuvent pas dépendre de l'observateur d'un observateur lointain. Et donc, on arrive à une contradiction parce qu'ici, on vient de prouver qu'ils sont réels simultanément, puis avec incertitude, ils ne peuvent pas être réels simultanément. Donc, ce que le papier dit, c'est qu'en fait, il y a une contradiction. La mécanique quantique est incomplète. Il faudrait la compléter avec quelque chose d'autre. Bon, pour ceux qui ont travaillé beaucoup avec les inégalités de Bell, peut-être vous pouvez voir la supposition cachée de PR, qui est la localité. Entre autres, ils font un passage qui maintenant, avec ce qu'on sait, est un peu plus choquant. Ils disent la position et l'impulsion du deuxième ne peuvent pas dépendre de l'autre. Il n'y a aucune définition raisonnable de la réalité qui pourrait permettre ça ici. Donc, en langage plus moderne, on dirait que EPR montre que la mécanique quantique ne peut pas être complète et locale. Ouais. Donc, ça, c'est le papier d'EPR qui fait beaucoup discuter. Puis on voit qu'ici, Einstein est très attaché à cette notion de réalité. Lui, il ne va pas perdre la notion de réalisme de particules auquel il s'attache. Et donc, après, Bohr donne sa réponse. Donc, c'est le même titre parce que c'est une réponse au papier. Puis, il essaie de montrer pourquoi il n'est pas d'accord et pourquoi ça ne marche pas. En fait, dans le papier de Bohr, j'ai essayé de le lire, mais c'est quand même lourd. Ce que je comprends, c'est que Bohr fait juste redoubler sur son concept d'expérience, disant que OK, mais ça ici, les deux scénarios qu'on considère, c'est deux expériences différentes et donc on ne peut pas les comparer, dire que ça va être réel simultanément. Et tant qu'à moi, ce que Bohr semble manquer, c'est cette notion de localité ici. Entre autres, pour avoir une expérience où on choisit lequel on mesure, soit l'un, soit l'autre, après que les deux se soient séparés. Je dois dire aussi que apparemment, il y a plusieurs attaques sur le papier EPR qui sont sur des détails. Donc, la fonction d'onde, on pourrait dire, OK, mais les deux électrons ne sont pas vraiment indépendants l'un de l'autre, parce que la fonction d'onde est complètement délocalisée. Donc, entre autres, la probabilité de mesurer les deux électrons est uniforme dans tout l'espace. On peut aussi dire, mais est-ce que c'est vraiment possible de préparer un état comme ça? Est-ce qu'on parle d'états qui sont réels à préparer? Bon, c'est ça. Ce sont les attaques un peu sur le formalisme, sur l'exemple concret, mais ça n'attaque pas le fond de l'argument de EPR. Après, il y a plusieurs
réaction au papier, papier de bord. Donc, lui-même, il dit que bon, c'est peut-être pas si clair, c'est pas si facile de suivre son argumentation. Il y en a qui étaient vraiment contre aussi, par exemple, Schrödinger. Euh, bon, c'est un peu, on voit un bon côté raciste un peu Schrödinger là-dessus. Je reviens sur Schrödinger dans un moment. Mais bon, c'est pas accepté universellement. Puis en fait, aucun des deux va concéder la défaite. Bohr et Einstein vont considérer qu'ils ont raison les deux. Par la suite, en fait, Bohm va reprendre ses idées un peu plus tard, puis donner une simplification. On va dire, ben, si on prend une molécule de dihydrogène, on pourrait considérer les séparer avec un moment cinétique angulaire nul pour la totale. Donc là, on commence à voir apparaître le concept de singulet relié à l'intrication. Donc, quand on parle de paire EPR, en tout cas, moi, je parlais souvent de paire EPR pour juste quelque chose comme un singulet, mais il n'y a aucun état singulet qui est mentionné dans le papier EPR. Ça, c'est une simplification plus tard de Bohm. Mais bon, c'est un peu difficile de s'imaginer à cette époque-là, au moins, séparer une molécule de dihydrogène. Donc, ça n'a pas tant d'intérêt sur cette expérience de pensée qui semble extrêmement difficile à réaliser expérimentalement. Finalement aussi, donc après, dans les années 60, 64, Bell arrive et analyse des expériences similaires. Donc, je ne veux pas trop juste parler un petit peu des inégalités de Bell, où en fait, Bell analyse ce qui est possible si on assume une théorie à variables cachées. Qu'est-ce qui se passe si les deux particules se séparent et ont vraiment une réalité différente? Mais en fait, le théorème de Bell, les inégalités de Bell, ça n'a rien de quantique, c'est juste des probabilités, une théorie de probabilité standard. Donc, si vous avez jamais passé au travers de l'approche, je vous invite à le faire, c'est vraiment magnifique. Et ce que Bell fait, il regarde un scénario où on a A et B. Chacun se fait poser une question, A, QA et B, QB. Et les deux donnent une réponse qui est plus ou moins 1. Et ce que Bell fait, c'est de dire, ben, je vais prendre tous ces résultats de mesure, puis il y a une certaine formule ici qui prend des corrélations. La formule exacte n'est pas importante dans ce cas-ci. Mais ce qu'il dit, c'est que si on fait ces corrélations, puis qu'on a certaines suppositions, on a en dessous de 2. Donc ici, il y a supposer l'indépendance des mesures et la localité, où on dit que ici, les résultats de RA et RB ne peuvent pas être conjoints, on peut les séparer en deux, où la réponse de A va juste dépendre des variables cachées et de la question qui est posée, et la réponse de B dépend seulement des variables cachées et de la question B qui est posée. Et notamment, la réponse de A ne dépend pas de la question AB et vice-versa. Et à partir de là, c'est là qu'on montre. Ces suppositions-là ne sont pas respectées par la mécanique quantique ou si vous mesurez un qubit dans une base, vous avez l'autre, ou en tout cas un spin dans une base, vous avez différentes collapses de la fonction. Donc ici, Bell montre vraiment qu'il faut faire attention à ces suppositions de localité. Ouais. Là, peut-être, ouais, j'essaie d'être le séminaire un peu plus fun, là, mais j'ai été quand même choqué en préparant le séminaire, les recherches sur Schrödinger. J'ai mis une citation de son propre journal. Donc, tant qu'à moi, en tout cas, après les recherches, c'est quelqu'un que je vais peut-être moins porter puis mettre en avant. Donc, si vous lisez la citation de son journal, il dit, en fond, c'est normal. Ici, il parle de jeunes filles de 12-14 ans. Il dit que c'est normal les gens aussi intelligents que lui soient attirés par des jeunes comme ça, parce que de toute façon, elles ne seront jamais aussi intelligentes que des hommes. Donc, on a le double pédophilie, misogynie qui est assez abjecte. Mais bon. Donc, voilà, je voulais au moins le mentionner. Ça me semble important. Donc, après le papier, mais bon, je pense qu'il a quand même écrit des choses importantes qu'on peut analyser ce qu'il a dit sans idéaliser l'homme. Après les papiers EPR, il présente ce papier en allemand qui met un peu la table sur comment on devrait comprendre la mécanique quantique à ce moment-là. Et c'est le fameux papier du chat où il introduit aussi, d'après ce que j'ai compris, pour la première fois le terme intrication.
Donc, j'ai pris une traduction en anglais. Puis, en fait, le chat n'est pas si important. Donc, c'est un paragraphe dans le papier. Vous pouvez lire euh, le paragraphe. Ce que j'ai été surpris d'apprendre, en fait, j'avais toujours cru que l'exemple du chat était en opposition à l'interprétation de Copenhague pour dire pourquoi l'interprétation n'était pas la bonne. Mais dans le papier, ça se lit plus comme une défense de l'interprétation de Copenhague. Donc, je me l'explique un peu. Schrödinger fait aussi état de différentes façons de penser à la mécanique quantique. Puis une des façons qui était discutée à ces moments-là, c'est est-ce qu'on pourrait voir cette fonction d'onde comme le fait que la position, c'est une variable qui est floutée. Et ce qu'il dit, c'est que, bon, OK, c'est peut-être pas si grave de penser à un électron autour d'un noyau qui est flouté, mais si on mène ça à l'extrême, on peut faire des expériences comme ça où là, ça n'a plus de sens de parler d'une variable floutée. Le chat ici, il va être soit mort ou vivant. Il ne peut pas être les deux en même temps. Et donc, dans ce papier, Schrödinger se porte plus à la défense de l'interprétation de Copenhague, même s'il n'était pas tout à fait d'accord sur tous les détails. Le chat est aussi mentionné une autre fois. Il y a une phrase pour parler de la mesure aussi. Mais bon, l'exemple a maintenant été repris, puis on peut analyser cette expérience de pensée de différentes manières, parler du problème de la mesure, qui reste un problème dans la mécanique quantique aujourd'hui. Puis, en fait, cet exemple-là, c'est resté un peu sous le radar jusqu'à ce que Ursula Le Guin, qui est une autrice connue de fantastique et de science-fiction, elle écrit un livre où dans son histoire, il y avait un physicien qui avait une certaine théorie de la simultanéité. Donc, probablement, ce qui s'est passé, c'est qu'elle est tombée sur cet exemple, cette expérience de pensée du chat de Schrödinger, puis elle a écrit une nouvelle après qui s'appelle Schrödinger's Cat, qui a été republié dans ce fantastique journal. Puis à partir de là, comme c'était une autrice assez connue, ça a été repris par d'autres gens qui ont réécrit là-dessus. Puis en fait, tout ça, c'est basé sur que le chat de Schrödinger, c'est vraiment quelque chose, un outil littéraire où on peut broder beaucoup d'histoires autour. Jusqu'à aujourd'hui, c'est quand même surprenant de voir qu'une expérience de pensée d'un papier de mécanique quantique est aussi connue et aussi répandue. Il y a des jeux de société, des jeux vidéo, des livres, des films qui mentionnent ce chat. Donc, j'étais surpris d'apprendre. Donc, moi, je la connaissais par les Earthsea Chronicles. Je suis surpris d'avoir que c'est elle qui avait introduit le chat de Schrödinger dans la conscience populaire. Donc, j'ai surtout parlé de l'interprétation de Copenhague. Donc, je vais parler rapidement d'autres interprétations de la mécanique quantique. Une interprétation, c'est celle de la théorie de l'onde pilote. Donc, dans la conclusion du papier EPR, il y a cette phrase qui dit qu'on pourrait compléter la mécanique quantique. Probablement, ce qui fait référence, c'est une théorie de Broglie, qui avait travaillé dans sa thèse, qui présente au congrès Solvay de 1927. Mais durant ce congrès, il y a Pauli qui émet des objections à la théorie que de Broglie ne sait pas résoudre. Donc, il va un peu la laisser de côté. Cette théorie-là va être reprise et un peu complétée par Bohm. Et apparemment, c'était la théorie favorisée par Bell. Donc, cette théorie-là, donc encore une fois, j'ai demandé à l'intelligence artificielle de me générer une figure sur la théorie de l'onde pilote. Donc, aussi, on voit une boule orange qui serait les particules qui ont maintenant, dans cette théorie-là, une position et une impulsion bien définies. Donc, on retrouve cette vision réaliste où les particules existent, ont des variables bien définies. Et l'évolution de ces particules-là est donnée par une onde pilote, donc un peu comme une vague qui va guider ces particules-là. Donc, on retrouve ici une interprétation réaliste du monde. Le prix à payer, comme montré beaucoup plus tard par Bell, c'est que cette théorie doit être non locale. Donc, c'est pour ça que c'est assez choquant. En tout cas, ce n'est pas adapté par tout le monde. Et c'est une interprétation. On pourrait croire par le passage en haut que c'était une des approches favorisées par Einstein. J'ai aussi lu qu'en fait, Einstein pensait peut-être pas à cette interprétation, mais pensait qu'il y aurait quelque chose d'autre qui viendrait remplacer la mécanique quantique totalement. Dans les autres interprétations, il y a la théorie multimonde développée aussi dans les années 50 par Everett,
où là, l'approche est un peu différente de bord, dire que non, la mécanique quantique est complète, mais la fonction d'onde, c'est quelque chose de fondamental, c'est quelque chose qui existe, et ça pousse en fait à l'idée, ça pousse à fond les idées de la mécanique quantique et le principe de Schrödinger, où là, on pourrait avoir un expérimentateur, une personne consciente qui vient s'intriquer avec des résultats d'expérience. Mais donc, ouais, ça a été développé un peu plus tard. Finalement, après toutes ces discussions, en fait, toutes ces discussions philosophiques prennent un peu le background. Bon, après la Deuxième Guerre mondiale, le projet Manhattan, beaucoup des physiciens éminents toutes ces idées de la mécanique quantique vont servir au développement de la bombe. Puis pour beaucoup, l'important, c'est peut-être, bon, ces idées philosophiques sont peut-être pas si importantes, puis d'essayer de get the numbers out, donc aller faire des calculs, ce qui a été résumé par Mermin en Shut up and calculate. Donc, souciez-vous pas trop de ce qui se passe en dessous, allez juste calculer des résultats. Ce qui est, en tout cas, à mon expérience, l'attitude de la majorité de la communauté en ce moment. Puis en fait, des interprétations de la mécanique quantique, il y en a énormément ces temps-ci, différentes variations, puis au final, donnent toutes la même chose. Donc, pour moi, c'est un sujet super intéressant, mais bon, c'est mieux de faire des calculs. Là-dessus, je vais me taire et aller calculer. Merci.